La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui nous importe? Où on veut aller? Et vous voyez bien que ça, c'est une question qui est fondamentalement non scientifique, mais qu'il est ontologiquement non scientifique, pas secondairement. C'est pas simplement qu'elle dépasse un peu la science, c'est qu'elle a absolument rien de scientifique. Par exemple, on pourrait se dire, il y a la mauvaise science, c'est celle qui construit des armes. Puis il y a la bonne science, ce serait la mienne, celle qui regarde les étoiles. Mais ça encore, c'est trop facile. C'est trop facile, parce que c'est plus subtil que ça. Parce que ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie de construire des armes, et j'aimerais bien que ceux qui le fassent arrêtent de le faire. Mais ça, c'est facile. C'est la partie émergée de l'iceberg. Plus profondément que ça, si vous voulez. Je crois que si on veut être honnête, la vraie question, c'est ce qu'on fait. Que ce soit de la science ou autre chose. Hein. Je parle de science parce que c'est mon métier. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le fait dans une optique de corroboration d'une inertie systémique dont on sait aujourd'hui qu'elle nous mène à la mort, ou est-ce qu'on le fait dans une optique de possibilité de déraillement? Vous savez, j'ai employé le mot tout à l'heure sans l'expliquer, mais les Grecs parlaient du clinamen. Enfin, le clinamen, c'est plutôt les latins, parce que ça, c'est le mot romain, clinamen. Les Grecs parlaient de parenklisis. Mais l'idée, c'est une petite déviation, comme ça, dans un écoulement, qui mène tout à fait autre part. C'est ce qu'on appelle la turbulence. Et en fait, c'est ça pour moi la question intéressante. Si vous êtes, si vous voulez vous demander si ce que vous faites est plutôt bénéfique ou plutôt maléfique, je ne crois pas que le bon prisme soit je fais mon bilan carbone. Si j'émets peu de CO2, je suis un gentil. Si j'émets beaucoup de CO2, je suis un méchant. Je crois que c'est pas vrai. C'est plus subtil que ça. Ou alors, si je produis du savoir, je suis un gentil. Si je produis des objets matériels inutiles, je suis un méchant. C'est un peu vrai quand même, hein. Mais c'est pas complètement vrai. Moi, ce que je vous propose comme dichotomie, à mon avis, un peu plus subtile, c'est est-ce que je produis de l'inertie ou du déraillement? C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais corrobore le monde tel qu'il est? Auquel cas, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même, et c'est mon cas, hein, un rouage de quelque chose qui mène à la mort? Ou est-ce que ce que je fais produit de l'ailleurs? Alors évidemment, l'ailleurs, ça peut être pire aussi, hein. Il faut faire attention. C'est pas parce que c'est différent que c'est forcément mieux. Mais au moins, ça nous donne une chance. Et pour la science, la question, elle est claire. Il y a aujourd'hui, et c'est l'essentiel de ce qu'on fait dans les laboratoires, une science de corroboration qui produit des résultats qui sont de la science de raffinement de ce qu'on sait déjà. La grandeur qui est connue avec 5 chiffres significatifs, on va la calculer avec 7 chiffres significatifs. On va faire des instruments toujours plus grands, toujours plus puissants, on va attirer de plus en plus de thésards, on va augmenter son impact, sa visibilité, son indice H, son taux de publication, son taux de citation, le nombre d'étudiants dans la fac, etc. Ça, c'est une science productiviste. Elle peut mener à des résultats intéressants, mais il n'empêche qu'elle corrobore le monde tel qu'il est. Et je crois qu'elle est nocive. Mais la même science, alors pas faite pareil, mais la même au sens où on ne va pas changer les équations de la physique pour les rendre écolos, hein, évidemment. Ça n'aurait aucun sens. Mais la même science au sens où c'est toujours les mêmes équations. Mais on se dit, au lieu de l'employer pour corroborer le monde tel qu'il est, je vais chercher en quoi elle me permet de créer de l'ailleurs, de l'imprévu, de l'inenvisagé, de l'inanticipable. Et là, elle devient extraordinairement bénéfique, cette science, parce qu'elle nous donne un peu de jeu dans le système. Et si on est honnête, ça serait pas très difficile, parce que la science, elle nous montre quoi en réalité? Que le monde n'est pas exactement ce qu'on croyait. C'est ça qui est beau dans la science. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent un peu la mécanique quantique, la relativité générale ou ce genre de choses. Là, on n'a pas le temps d'en parler, on n'est pas là pour ça. Mais je vous montrerai, si vous me réinvitez, que le monde est beaucoup plus subtil, plus beau, plus diversifié, diapré et protéiforme que ce qu'on supposait. Cette science-là, elle est belle, parce qu'elle nous dit mais en fait, j'avais pas compris le monde dans lequel je vivais. Et ça réenchante le réel et ça nous donne une chance. Pourquoi? Parce que tout notre système ensuite, que vous parliez d'éthique, de logique, d'esthétique ou même de politique, tout ça est fondé sur une ontologie, c'est-à-dire une description du monde. Quand la science revoit l'ontologie, elle nous donne une chance. Et donc, je pense que c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose, en science et ailleurs, c'est est-ce que je mets du jeu dans le système? Et si la réponse est non, même avec un bilan carbone nul ou négatif, je crois que je suis maléfique. Et c'est vrai que tu viens de le dire, cette science, finalement, elle s'attelle à décrire le réel tel qu'elle le perçoit, souvent de manière très quantifiable à travers des chiffres.
Il y a vraiment cette approche que certains nomment quantophénique, presque de réduire le réel uniquement à une approche quantitative. Est-ce que là aussi, le fait cette approche par la quantité, par le chiffre, est-ce que c'est un biais important qui empêche un quelconque changement, un quelconque clean amène, parce voilà, on perd de vue le qualitatif. Oui, j'étais pas familier avec ce mot, je te remercie, j'adore apprendre des mots. Donc voilà, ma journée est réussie. J'ai bien fait de venir. Et j'aime bien l'idée, en effet, certaines ici, sans doute, aiment la peinture. Mais est-ce qu'il leur viendrait à l'esprit de dire que le monde n'est que peinture? Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est très important, la peinture. Ça a eu un rôle énorme dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des représentations, dans l'histoire du rêve, dans l'histoire de l'onirisme, et même dans l'histoire très pragmatique de la représentation, des batailles, des victoires, de l'idéal, de la beauté, de la laideur, de la hideur. C'est très important, la peinture. Mais qui dirait que la totalité du réel est peinture? Ça n'a aucun sens. Pareil pour la musique, pareil pour la littérature. Eh bien moi, je prétends simplement que c'est vrai aussi pour la science. La science est merveilleuse. Moi, je suis ravi de la pratiquer. Je vous assure qu'on pourrait presque pleurer d'émotion en regardant comment les équations d'Einstein expriment le ballet macabre que constitue la danse de deux trous noirs avant leur coalescence. Il n'empêche que, malgré cette beauté, dont je suis un fervent apôtre, la science n'est qu'une projection parmi une infinité d'autres sur le réel. Et je crois que la société technoscientiste, capitaliste, occidentale a ontologisé la science. C'est-à-dire qu'on en a fini par croire que le rapport au réel qui est permis par la science est en fait le dévoilement du réel en tant que tel. Cette idée me paraît parfaitement folle. Elle n'est corroborée absolument par aucune expérience, absolument par aucune découverte, absolument par aucune évolution épistémique. Elle relève d'une croyance magique, presque religieuse au sens péjoratif du terme, parce qu'il y a aussi une très grande beauté dans le sacré, disons une sorte d'intégrisme en quelque sorte. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut la déconstruire. Parce que la science est extraordinairement belle dans son champ propre. Mais en effet, en tout cas la science dure que je pratique, les sciences dites exactes, la physique, les mathématiques, une partie de la biologie, ces sciences-là, la chimie bien sûr, ces sciences-là sont des sciences extrêmement réifiantes. Mais enfin, bon, on sait quand même essentiellement calculer la trajectoire des boules sur un plan incliné, quoi. Un peu plus que ça, mais à peine plus que ça. Je vous assure, le monde ne se réduit pas à ça. Je vous le promets. Et c'est ça qui est dramatique. Ce n'est pas qu'on aime la science. Moi, je suis ravi de voir des gamins qui aiment la science. Je suis ravi de voir mes étudiants aimer la science. Je suis ravi de voir un de mes fils faire de la science. On aime la science. Mais on aime la science comme la peinture. C'est magnifique, mais ce n'est pas la totalité du réel. C'est ce que proposait par exemple le philosophe américain Nelson Goodman, qui était professeur à Harvard, et qui proposait de voir la science comme une manière de faire un monde. Toutes nos activités cognitives sont des manières de faire des mondes. Ce sont des créations sous contrainte. Je trouve que c'est une très belle manière de l'opposer. La science est merveilleuse, elle est très utile dans certaines circonstances et très insuffisante dans beaucoup d'autres. Très insuffisante dans beaucoup d'autres. Et rien ne m'agace plus quand on parle de cette catastrophe écologique et civilisationnelle que d'entendre certains me dire vous avez raison, pour s'en sortir, il faut un scientifique au pouvoir. D'abord, j'ai pas raison puisque j'ai jamais dit ça, et ensuite, ça serait la pire des choses. Enfin, la pire des choses. Il y a des gens bien parmi les scientifiques, ça peut arriver sur un malentendu, mais je veux dire que c'est pas en tant que scientifique que j'aimerais que quelqu'un nous dirige. Ça n'a aucun sens. La question qui est importante aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est pas une question scientifique. Tout détruire autour de nous, c'est pas une erreur scientifique. Scientifiquement, c'est pas faux, la preuve, ça marche. Bah, c'est pas faux puisque ça marche. On est en train de le faire. On est en train de tout détruire. Donc vous pouvez pas dire que c'est une erreur scientifique. Scientifiquement, c'est pas du tout une erreur, ça fonctionne. La question, c'est pas de savoir ce qui est scientifiquement juste. Même la guerre, même le torture, même les massacres sont scientifiquement justes. La question est de savoir ce qui est éthiquement, esthétiquement, philosophiquement, poétiquement désirable. Une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, la science peut éventuellement aider. Ça, c'est vrai. Elle peut éventuellement nous dire aussi que de toute façon, ce qu'on a construit ne va pas durer. Ça, c'est vrai. Mais c'est secondaire, ça. C'est très secondaire. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui nous importe? Où on veut aller? Et vous voyez bien que ça, c'est une question qui est fondamentalement non scientifique.
mais qu'il est ontologiquement non scientifique, pas secondairement. C'est pas simplement qu'elle dépasse un peu la science, c'est qu'elle a absolument rien de scientifique. Et donc, bien souvent, les dictateurs, par exemple, utilisent la science pour arriver à leur fin. Ça ne veut pas dire que la science est mauvaise. Ça veut dire qu'un système dégueulasse peut être scientifiquement parfaitement opérant. C'est pas une question scientifique. Où veut-on aller? Et cette question-là, très curieusement, on ne la met pas du tout sur la table. Regardez les programmes des élections. En fait, les candidats et candidates, alors je ne vais pas dire qu'ils disent tous la même chose, c'est pas vrai, il y a des différences, et comme vous l'avez déjà compris, j'ai mes préférences. Mais enfin, c'est quand même très peu exploratoire. Même de l'extrême droite à l'extrême gauche, dans la terminologie d'ailleurs que je récuse des médias, vous voyez bien qu'on met très peu en réalité de vacillement sur la table. On a quand même essentiellement l'idée qu'il faut continuer de la même manière, et puis on a différentes visions sur comment y parvenir. Très peu de gens proposent un tout autre monde. Et pourtant, nos constructions sont contingentes. Et là, je suis un peu trop long, donc je vais finir. Mais pour moi, le premier geste écologique, c'est d'abord anthropologique. C'est-à-dire de commencer à comprendre les autres manières qu'ont eu nos prédécesseurs d'habiter cette planète. Et là, c'est extrêmement intéressant. Vous vous rendez compte qu'aucune idée n'est plus dégueulasse que celle qui consiste à laisser entendre que nous n'avons pas le choix. Vous voyez, on l'entend souvent, ça, quand même. Hein. Oui, oui, le monde ne va pas très bien, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez on est ça, nous, les humains. C'est en nous, c'est comme ça, c'est notre essence, c'est cette prédation. Mais ça, c'est fondamentalement raciste. Parce que c'est déshumaniser précisément toutes et tous les autres qui ont habité cette planète avec des rapports au monde qui ne sont pas du tout ceux de l'Occident contemporain. Alors on peut ne pas les aimer, ça on a le droit, on a toujours le droit, mais on ne peut quand même pas nier leur existence. Et donc notre histoire, celle de l'humanité, est constellée d'autres manières d'habiter le monde. Et je me permets quand même juste de faire remarquer que comment dire, l'agencement économico-culturel qui est le nôtre est extraordinairement récent. Notre civilisation durera moins longtemps que la civilisation égyptienne, hein, c'est sûr et certain. Donc il faut qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité. Hein. N'oubliez pas que Cléopâtre est plus proche, en termes temporels, de l'iPhone que de la construction des pyramides de Gizeh. Hein. La civilisation égyptienne, c'est long. C'est très très long. Donc on est voilà, un petit atome comme ça dans ce gigantesque déploiement. Et l'idée que les choses ne peuvent pas être différentes est un négationnisme historique et anthropologique et ethnologique.